La vie au manoir des Durand a été pour moi l'abus au quotidien. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit, peu importe que tu sois le fils du patron, cela ne te donne pas le droit de prendre ce qui ne t'appartient pas. Mais il a simplement ri. Cette nuit de 1962, j'ai perdu bien plus que mon innocence. J'ai perdu le droit de choisir mon propre destin. Je m'appelle Thérèse Lefebvre. J'ai 60 ans, une cicatrice dans l'âme, et une histoire qui, après 6 décennies enfermée dans un coffre, trouve enfin le courage de venir à la lumière. Cette vieille dame aux cheveux blancs et aux mains ridées que vous voyez aujourd'hui était autrefois une jeune fille pleine de rêves, croyant que le monde pouvait être juste. Avant de continuer, j'aimerais savoir un peu plus sur vous. De quel coin de France me regardez-vous? Écrivez-le-moi dans les commentaires. J'aime imaginer que ma voix vous parvient comme si nous discutions sur ma terrasse en prenant un café. Et si cette histoire touche votre cœur, appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer qu'il y a quelqu'un qui écoute de l'autre côté. Je suis née en 1946 dans un petit village de Normandie, Saint-Martin-aux-Chênes. Un endroit simple, des rues en terre, des maisons modestes. Tout le monde connaissait tout le monde. Mon père travaillait dans les champs, ma mère lavait le linge pour les familles riches. Nous étions pauvres. Très pauvres. Tellement pauvres qu'un œuf se partageait entre 3 enfants au petit déjeuner. La viande? Seulement le dimanche, quand elle pouvait apparaître. Mais nous avions un don, la couture. Ma grand-mère Cécile était la meilleure couturière des environs. Même avec ses doigts tordus par l'arthrite, elle créait des miracles. Ma fille, ce don est ton gagne-pain. Les hommes vont et viennent, mais ce que tes mains savent faire, personne ne pourra te l'enlever, disait-elle assise sur sa vieille chaise en paille, ses lunettes glissant sur le bout du nez. J'ai appris à coudre dès l'âge de 6 ans. Tandis que les autres filles jouaient à la poupée, moi je fabriquais les vêtements de ma poupée et des petites pièces que je vendais au marché du dimanche. L'odeur de notre maison m'est restée gravée, un mélange de haricots mijotés sur le poêle à bois, de savon à la cendre que ma mère fabriquait, et de terre mouillée qui filtrait par les fissures du mur. C'était l'odeur de la pauvreté digne, comme l'appelait mon père, peu, mais honnête. J'ai étudié jusqu'au certificat d'études, puis j'ai dû arrêter. Une fille pauvre n'a pas besoin de beaucoup d'instruction. Elle a besoin d'apprendre à travailler, répétait mon père, sans méchanceté, juste fidèle aux leçons du monde. Pourtant, ce peu d'instruction m'a suffi, je savais lire et écrire. Chaque magazine ou journal usagé que je trouvais était un trésor. C'est ainsi que j'ai découvert les modèles de Paris, les robes élégantes, les jupes évasées, ces images me faisaient rêver et veiller la nuit, cachées sous mon matelas. À 16 ans, j'étais déjà connue dans la région pour mon talent. Je faisais des robes pour les jeunes filles à marier, j'ajustais les vêtements des dames plus âgées, et même les institutrices venaient me chercher pour quelque chose de spécial. L'argent n'était pas beaucoup, mais il aidait à la maison, surtout après que mon père soit tombé malade du dos à force de travailler dans les champs. Notre village se trouvait à quelques kilomètres du manoir de Beausoleil, une immense propriété, une grande maison à 2 étages, des terrasses tout autour et des jardins que l'on disait plus beaux que ceux de Paris. Il appartenait à la famille Durand, des gens si riches qu'ils semblaient à peine toucher la terre comme nous, simples villageois. C'est un samedi après-midi que Madame Hélène Durand a arrêté sa voiture rutilante devant l'épicerie de Monsieur Jacques, là où j'achetais ma bobine de fil. Elle avait vu une robe que j'avais cousue pour la fille du pharmacien et voulait savoir qui était la couturière. Imaginez la scène, moi, ma robe grise en coton, des sandales usées aux pieds, face à cette dame élégante qui sentait le parfum français. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai cru m'évanouir sur place. « Vous avez des mains de fée, mademoiselle » a-t-elle dit après m'avoir examinée, comme on inspecte un objet précieux. « J'ai besoin de quelqu'un avec votre talent au manoir. » La couturière qui travaillait pour nous est retournée à Lyon, et j'ai beaucoup de vêtements qui nécessitent ajustement et réparation. C'est ainsi que, un lundi de mai 1962, j'ai franchi pour la première fois les portes du manoir de Beausoleil, un petit baluchon de vêtements sous le bras et le cœur battant plus fort qu'un tambour. Le jour de mon départ, ma mère a pleuré. Moitié de tristesse de me voir partir, moitié de joie pour cette opportunité. Ce sera bon pour elle, Marcel, consolait-elle mon père. Dans la maison des riches, qui sait, elle pourrait trouver un meilleur mariage, un avenir différent du nôtre. Si seulement elle avait su ce que cette opportunité m'apporterait vraiment, mais personne ne peut prédire l'avenir, n'est-ce pas? On ne comprend le dessin d'une broderie que lorsque la pièce est presque terminée. La grande maison du manoir était encore plus impressionnante vue de près. D'immenses fenêtres avec des rideaux de velours, des meubles lustrés qui reflétaient comme des miroirs,
des tapis moelleux où l'on s'enfonçait pieds nus. Tout était si différent du sol en terre battue de ma maison que cela semblait appartenir à un autre monde. On m'a installé dans une petite chambre à l'arrière, près de la cuisine. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était un palais, un lit rien que pour moi, une armoire, une petite table pour coudre, et surtout une fenêtre donnant sur le verger de pommiers. Pendant les chaudes nuits d'été, l'odeur des fruits entrait et berçait mes rêves. Mon travail consistait principalement à m'occuper des vêtements de Madame Hélène et de ses 2 filles, Cécile et Marianne, âgées de 18 et 20 ans. Je passais mes journées entre réparations, ajustements, boutons à changer, ourlets à refaire. Parfois, on me demandait de copier un modèle de magazine, et c'était dans ces instants que je me sentais vraiment heureuse, créant quelque chose de neuf, voyant le tissu prendre forme sous mes mains. Madame Hélène n'était pas une mauvaise patronne. Exigeante, oui, parfois trop, mais juste à sa manière. Les repas étaient bons, bien différents des haricots à la farine auxquels j'étais habituée à la maison. Pour la première fois de ma vie, je mangeais de la viande presque tous les jours. J'avais du lait frais au petit déjeuner, des fruits toujours à disposition. J'envoyais presque tout mon salaire à ma famille, ne gardant que le strict nécessaire pour acheter du fil, des aiguilles, et de temps en temps un morceau de tissu bon marché pour me faire quelque chose. Le dimanche, jour de congé, j'allais en ville, assistais à la messe, puis passais chez une voisine pour ne pas me sentir trop seule. C'est lors d'un de ces dimanches après-midi, en revenant au manoir, que j'ai rencontré pour la première fois le fils de M. Durand, Robert. Il venait de Paris où il étudiait l'ingénierie. Grand, bien habillé, avec cette assurance qu'ont ceux qui connaissent la valeur de leur nom, il était adossé à la porte du manoir, fumant une cigarette. « Alors, c'est toi la nouvelle couturière ? Maman m'a parlé de toi dans ses lettres, » dit-il en me dévisageant de haut en bas, d'une manière qui me mettait mal à l'aise, comme si j'étais nue. « Thérèse, n'est-ce pas ? Joli nom pour une jolie fille. » Je ne répondis que par un hochement de tête, les yeux baissés, comme on m'avait appris à faire devant les gens importants. J'essayai de passer rapidement devant lui, mais sa voix m'arrêta. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne suis pas un ogre. »« Je n'ai pas peur, monsieur. Juste du respect pour le fils du patron, » répondis-je, sans le regarder directement. Il rit, un rire qui résonne encore dans mes cauchemars. « Le respect, c'est bien, mais entre nous, tu peux m'appeler simplement Robert. Après tout, nous allons nous voir assez souvent par ici. » Cette nuit-là, je mis longtemps à m'endormir. Il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise. Une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Dans les jours qui suivirent, j'ai remarqué qu'il trouvait toujours un moyen d'être près de moi, quand j'étendais le linge ou que j'allais au verger chercher des fruits pour la cuisinière. Au début, ce n'était que des commentaires, des compliments qui semblaient innocents. « Cette robe te va bien, Thérèse. Tes cheveux brillent au soleil comme des fils d'or. » Des bêtises qui faisaient rire les autres domestiques et leur faisaient croire que j'avais conquis le cœur du jeune homme de la maison. Mais je n'étais pas naïve. J'avais grandi en entendant les histoires des filles qui travaillaient dans les grandes maisons, celles qui revenaient au village tête baissée, certaines avec le ventre qui s'arrondissait, d'autres simplement avec leur honneur perdu et sans avenir devant elles. « Méfie-toi des fils des patrons, ma fille, » résonnait la voix de ma grand-mère dans ma tête. « Ils ne veulent pas se marier avec des gens comme nous. Ils veulent juste s'amuser, puis jeter. » Alors je fuyais. J'inventais des excuses. Je ne me retrouvais jamais seule, jusqu'à cette nuit de juillet, où toute la maison était partie à une fête en ville. Je suis restée pour terminer une robe que Madame Hélène voulait porter le lendemain. Concentrée sur mon travail, cousant à la lumière de la lampe dans ma petite chambre à l'arrière, je ne m'attendais à rien. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'était Robert. L'alcool sur son haleine, les yeux vitreux de désir. « Enfin, je t'ai attrapée seule, petite Thérèse, » dit-il en refermant la porte derrière lui. Ce qui s'est passé ensuite ? C'est difficile d'en parler, même après tant d'années. J'ai lutté, crié, supplié, mais qui m'aurait entendu ? La maison était vide. Même si quelqu'un avait été là, ce serait sa parole contre la mienne. Si tu le dis à quelqu'un, dira-t-il, c'est toi qui m'as séduit. Tu es une traînée qui couche avec tous les travailleurs du domaine. À qui aurait-il cru ? Au fils du propriétaire ou à la petite couturière pauvre ? J'ai passé la nuit éveillée à pleurer, me sentant sale d'une manière que toute l'eau du monde ne pourrait laver. Le lendemain, quand Madame Hélène est revenue, elle a remarqué mes yeux gonflés, mon air effrayé. « Oh, tu es malade, ma petite » a-t-elle dit avec cette préoccupation distante que les riches ont pour leurs employés.
comme si elle s'inquiétait pour un animal de compagnie qui ne mange pas correctement. Non, madame, juste un mal de tête, ai-je menti, ravalant les larmes qui voulaient revenir. J'ai pensé à m'enfuir, à rentrer chez moi, mais que dire? Comment expliquer? Et sans référence, comment trouver un autre travail? Ma famille dépendait de l'argent que j'envoyais, surtout maintenant que mon père ne pouvait presque plus travailler à cause de son dos. Alors je suis restée. Robert savait que je resterais. Il connaissait ma peur, ma honte, ma nécessité. Dans les mois qui ont suivi, il venait dans ma chambre chaque fois que la famille partait, me coinçant dans des coins isolés de la propriété. Chaque fois, je résistais moins. À quoi bon lutter quand on connaît déjà le résultat? Je suis devenue l'ombre de moi-même. Les autres domestiques remarquaient mon silence, mon isolement, mais l'attribuaient à une quelconque nostalgie ou à un chagrin d'amour laissé au village. Puis, en octobre, 3 mois après cette première nuit, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mes règles, aussi régulières que la cloche de l'église le dimanche, ne sont pas venues. J'ai attendu 1 semaine, 2, priant tous les saints que je connaissais, promettant des bougies, des promesses, n'importe quoi pour que ce ne soit qu'un retard. Mais ce n'était pas le cas. Les nausées matinales ont confirmé ce que mon cœur savait déjà. Je portais un enfant. Un enfant de Robert Durand, fils de mon patron, l'homme qui avait volé mon honneur et qui maintenant plantait en moi une graine qui changerait à jamais ma vie. Quand je repense à cette fille de 16 ans, si innocente et si brisée, je ressens un mélange de douleur et de fierté, douleur pour ce que j'ai souffert, fierté d'avoir survécu. Car ce qui est venu après a été une tempête qui a failli me noyer, mais qui m'a appris à nager contre le courant le plus fort. 3 mois. 3 mois de secrets, de nausées dissimulées, de robes ajustées à la taille, de prières désespérées avant de dormir. 3 mois à prétendre que rien n'avait changé, alors que tout en moi se transformait. Je me levais avant les autres pour vomir loin des regards curieux, inventais des excuses pour ne pas manger certains aliments qui me donnaient la nausée, adaptais mes robes pour cacher le ventre qui commençait à s'arrondir. Personne ne s'en est aperçu, ou presque personne. Madame Joséphine, l'ancienne cuisinière du manoir, m'observait avec des yeux qui semblaient lire l'âme des gens. Un matin, alors que je l'aidais à éplucher des pommes de terre, une tâche qui n'était jamais la mienne, mais que j'avais choisie pour rester près du chaudron, au cas où la nausée reviendrait, elle s'approcha et murmura, à voix basse, « Ma petite, je connais ce regard. Je l'ai vu tant de fois. De combien de mois es-tu » J'ai laissé tomber le couteau. Le bruit a fait sursauter les poules dans la cour. Mes yeux se remplirent de larmes que je retenais depuis si longtemps que je ne savais plus comment pleurer. « Ne t'inquiète pas, » continua-t-elle en ramassant le couteau. « Je ne le dirai à personne. Mais tu dois réfléchir à ce que tu vas faire. Ce ventre ne restera pas caché pour toujours. » Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai affronté la réalité pour la première fois. J'ai posé ma main sur la petite protubérance qui grandissait en moi. Un bébé, mon bébé. Fruit de violence, oui, mais tout de même mon sang, ma chair. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. Puis je me suis agenouillée et j'ai prié. Non pour un miracle, j'avais compris que les miracles n'arrivent pas pour les filles comme moi, mais pour la force d'affronter ce qui venait. J'ai décidé de confronter Robert. Dans ma naïveté, je me suis dit, peut-être assumerait-il ses responsabilités. Peut-être ferait-il quelque chose, au moins pour l'enfant. Je l'ai trouvé dans l'écurie, comme tous les matins, en train de voir les chevaux avant le petit déjeuner. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. « Robert, je dois te parler » ai-je dit, la voix tremblante. Il se retourna. Ce même sourire qui me donnait autrefois des frissons me donna maintenant la nausée. « Ma petite Thérèse, tu viens m'apporter un peu de joie tôt le matin. Tu me manques, ta petite chambre me manque. » Je n'ai pas laissé ces mots finir. « Je suis enceinte, et c'est de toi. » Le sourire disparut instantanément. Ses yeux se rétrécirent. Pour la première fois, je vis de la peur, vite remplacée par la colère. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment sais-tu que c'est de moi ? Tu devrais coucher avec la moitié des travailleurs d'ici. » La gifle que je lui ai donnée fut instinctive. Ma main vola et frappa son visage avec toute la force de mon indignation. Il est resté immobile 1 seconde, surpris. Puis il a saisi mon bras avec une force telle que des marques violettes y restèrent pendant des semaines. « Ne refais jamais ça, espèce de vulgaire. Tu te prends pour qui ? Une petite couturière de rien du tout, fille de personne. Tu crois que tu peux m'accuser ? Si tu ouvres cette bouche à qui que ce soit, je vais m'assurer que toi et ta famille ne trouviez plus jamais de travail dans ce département. » Il me lâcha d'un coup si violent que je tombai sur le sol de l'écurie,
la paille sale collant à ma robe. Il claqua la porte derrière lui, me laissant là, humilié, avec le goût de la terre et des larmes dans la bouche. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je passais de moments de désespoir absolu à d'étranges instants de calme, comme si quelque chose en moi savait déjà ce que je devais faire. Le lendemain matin, je cherchais Madame Joséphine. Elle m'écouta en silence pendant qu'elle pétrissait la pâte à pain, les bras recouverts de farine jusqu'au coude. « Il y a une femme en ville, dit-elle enfin, Madame Julie. Elle aide les jeunes filles dans des situations comme la tienne. » Mon cœur s'emballa. J'avais entendu parler de femmes qui, avec des herbes et des instruments, faisaient disparaître le problème. L'idée m'effraya profondément. Madame Joséphine, voyant mon visage se tordre de peur, ajouta rapidement, « Ce n'est pas ce que tu crois. Elle ne fait pas ce genre de choses. Elle accueille, aide à l'accouchement et, si la jeune fille le souhaite, trouve une bonne famille pour l'enfant. C'est ce qui est arrivé à ma nièce il y a quelques années. » Un mélange de soulagement et de nouvelles inquiétudes m'envahit. D'un côté, je n'aurais pas à recourir à des méthodes qui pourraient coûter ma vie ou celle du bébé. De l'autre, confier mon enfant à des inconnus me brisait le cœur. Mais quel choix avais-je ? Rentrer chez moi dans l'état où j'étais aurait apporté la honte à ma famille. Mon père, avec son code d'honneur rigide, m'aurait probablement chassé. Et comment aurais-je pu élever un enfant seul, sans travail, sans soutien, sans rien ? J'y réfléchirai, ai-je murmuré à Madame Joséphine. Mais au fond, je savais que mes options étaient limitées. Une semaine plus tard, tout s'effondra. Je cousais une robe pour l'anniversaire de Marianne, la cadette des Durand, quand Madame Hélène entra brusquement dans l'atelier. Quelque chose clochait immédiatement. Son visage, habituellement serein, était tordu en un masque de fureur contenue. Dans ses mains, elle tenait un papier, mon calendrier des règles, caché parmi mes rares possessions, un journal intime appris de ma grand-mère. « Qu'est-ce que c'est, Thérèse ?» demanda-t-elle, la voix si glaciale qu'elle semblait figer l'air autour de nous. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il n'y a aucune marque ces 3 derniers mois ?» Mon monde s'effondra sur le champ. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds, m'engloutissant dans un abîme sans fin. Je peux expliquer, madame, balbutiai-je. Mais aucun mot ne pourrait suffire. Aucun mensonge ne pouvait effacer la vérité. Tu es enceinte, n'est-ce pas ? Dans ma maison. Sa voix monta, déchirante, jusqu'à devenir un cri qui dut résonner jusqu'au village. Les larmes se mirent à couler. Je ne pouvais plus les retenir. Toute la peur, toute la honte accumulée depuis des mois débordait enfin devant la dernière personne à qui je voulais montrer ma faiblesse. De qui est cet enfant ? Un des travailleurs ? Le chauffeur ? Le jardinier ? Parle, petite. Je me mordis la lèvre si fort que le goût métallique du sang me remplit la bouche. Et si je disais la vérité ? Me croirait-elle ? Et même si elle me croyait, que ferait-elle ? Un mariage forcé ? L'idée de passer le reste de ma vie auprès de cet homme me glaçait plus que celle d'affronter le monde seul. Peu importe qui est le père, madame, dis-je enfin, la voix tremblante. C'était une erreur. Je l'assume. Mais le bébé n'y est pour rien. Elle me regarda comme si j'étais la créature la plus répugnante ayant jamais foulé son sol. Prends tes affaires et sors d'ici aujourd'hui même. Je ne veux pas d'une femme sans morale sous mon toit. Tu recevras ce qui t'est dû, mais ne compte pas sur moi pour une référence ailleurs. Je ne suppliais pas. Je ne m'humiliais pas. Un étrange sens de la dignité me maintint debout. J'essuyai mes larmes et hochai la tête. Oui, madame, je partirai avant la tombée de la nuit. Je rassemblai mes quelques vêtements, mon matériel de couture, les rares économies cachées sous mon matelas. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisant pour commencer une nouvelle vie, loin de tous ceux qui connaissaient mon histoire. Alors que je finissais de boucler mon baluchon, on frappa à la porte. C'était Madame Joséphine, les yeux rouges, un paquet serré contre elle. « J'ai appris ce qui s'est passé », dit-elle en entrant et en fermant la porte derrière elle. « J'ai apporté de la nourriture pour le voyage, et ceci. » Elle me tendit un papier avec une adresse écrite à la main. « C'est la maison de Madame Julie à Paris. Dis-lui que tu viens de ma part. Elle t'aidera jusqu'à la naissance du bébé. Après, tu décideras ce que tu feras. » Je la serrai dans mes bras, sentant dans son dos large le seul véritable soutien que j'avais à ce moment-là, et pour la première fois depuis des mois, je sentis un espoir fragile mais réel. « Merci, Madame Joséphine. Vous êtes comme une lumière tombée du ciel sur mon chemin. » Elle esquissa un sourire chargé de tristesse. « Pas un ange, ma petite, juste une vieille femme qui a vu trop de fois ce genre de drame se répéter. Va-t'en maintenant, avant que la patronne ne revienne, et souviens-toi,
Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Je suis sortie par l'arrière du manoir, silencieuse comme une ombre dans la nuit, portant mes maigres affaires et le bébé que je portais en moi. Je n'ai pas osé jeter un regard en arrière. Je savais que si je le faisais, le courage que j'avais réussi à rassembler s'évaporerait comme de la fumée. Sur la route, j'ai trouvé un chauffeur de camion qui transportait du lait vers Paris. Un homme simple, peu loquace, qui n'a posé aucune question quand il a vu une jeune fille seule cherchant un passage au crépuscule. Il a ouvert la portière et dit « Monte, mais si tu es en fuite, je préfère ne pas le savoir. » Je lui ai répondu doucement, la voix tremblante. « Je ne suis pas en fuite, monsieur. Je cherche seulement un endroit pour recommencer. » Pendant le trajet, alors que le camion tanguait sur les routes de campagne, j'ai senti pour la première fois les mouvements du bébé. C'était léger, presque imperceptible, comme un petit poisson glissant dans l'eau. Mais cela se reproduisit, doucement, comme un souffle de vie qui murmurait. « Je suis là, maman, nous sommes ensemble dans ce voyage. » J'ai posé ma main sur mon ventre et murmuré une promesse. « Je prendrai soin de toi. Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen. Tu mérites mieux que la vie que j'ai connue. » Lorsque j'arrivai à Paris, la nuit était tombée. Je n'avais jamais vu une ville aussi vaste et bruyante. Les lumières, le flux des voitures, la foule, tout me fascinait et me terrorisait à la fois. C'était un univers entièrement différent de mon village natal, du manoir où j'avais travaillé, un monde où peut-être, je pourrais enfin recommencer. Avec l'adresse de Madame Julie serrée dans ma main, j'ai demandé mon chemin à une femme vendant du café à un coin de rue. Elle me regarda avec un mélange de curiosité et de méfiance, puis me montra une ruelle étroite à quelques pâtés de maisons. Tout au fond se trouvait une maison bleue, recouverte de plantes grimpantes. « Mais attention, petite, ajouta-t-elle, à cette heure-ci, ce n'est pas sûr pour une jolie fille seule comme toi. » Je la remerciai et poursuivis ma route, le cœur battant, partagé entre la peur et l'espoir. Et si Madame Julie refusait de m'accueillir? Et si l'adresse était fausse? Pourtant, la maison était là, exactement comme elle l'avait décrite. Le bleu délavé du mur, les plantes grimpantes, une faible lueur filtrant par les volets. J'inspirai profondément et frappai à la porte 3 fois, hésitante. La femme qui m'ouvrit n'était pas celle que j'avais imaginée. Je pensais trouver une dame âgée et sévère, mais je découvris une femme d'âge moyen. Cheveux noirs mêlés de gris, visage rond et regard pénétrant comme si elle lisait votre âme. « Que veux-tu, jeune fille ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Madame Julie, je m'appelle Thérèse. Madame Joséphine, du manoir de Boleil, m'a envoyée. Elle m'a dit que vous pourriez m'aider. » Son regard descendit sur mon ventre, à peine visible sous ma robe ample, puis remonta sur mon visage. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me fermer la porte au nez et me laisser seule dans la rue sombre. Mais elle ouvrit plus grand, m'invitant à entrer. « Entre, Thérèse, dit-elle. Tu n'es pas la première que Joséphine m'envoie, et je doute que tu sois la dernière. Nous allons parler, et tu vas me raconter ton histoire. » Ainsi, ce soir d'octobre 1962, je pénétrai dans la maison qui deviendrait mon refuge pour les mois à venir. Je ne portais rien d'autre qu'un petit baluchon de vêtements, quelques économies et un bébé qui grandissait en moi. Un bébé que j'aimais déjà, malgré les circonstances de sa conception, un enfant que je devrais bientôt confier à d'autres mains, d'autres cœurs. La maison de Madame Julie était modeste mais chaleureuse. À l'intérieur, 3 autres jeunes filles vivaient des situations semblables à la mienne, chacune portant son propre fardeau, chacune avec son histoire de solitude et d'abandon. Marie, à peine 15 ans, trahie par le maître chez qui elle travaillait comme domestique. Louise, 18 ans, rejetée par sa famille dès qu'ils avaient découvert sa grossesse. Et Anne, 20 ans, qui avait fui un fiancé violent après avoir appris qu'elle attendait un enfant. Nous formions une famille improvisée, unie par nos blessures et par l'espoir fragile de jours meilleurs. Nous partagions les corvées, les confidences, les frayeurs et parfois, dans un rare instant, des éclats de rire. Madame Julie prenait soin de nous avec une rigueur douce, veillant à ce que nous mangions correctement, que nous puissions nous reposer et, surtout, que nous ne perdions jamais notre dignité. Vous avez fait des erreurs ou été victime des fautes d'autrui, mais cela ne définit pas qui vous êtes, répétait-elle sans cesse. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez désormais. Et croyez-moi, la vie offre toujours une deuxième chance à ceux qui ont le courage de recommencer. Ces mots, je les ai portés avec moi comme un talisman, me soutenant dans les moments de doute. Ils m'ont donné la force de continuer quand je pensais ne plus en avoir.
Les mois passés chez Madame Julie s'écoulaient dans une routine simple. Le jour, nous participions aux tâches de la maison, chacune selon ses possibilités. Moi, avec mes compétences en couture, je commençais à réparer de petits vêtements pour le voisinage, gagnant quelques pièces que je mettais de côté pour l'avenir incertain qui m'attendait. Le soir, nous nous asseyions sur la véranda, écoutant la radio et tricotant des vêtements pour les bébés à venir. Madame Julie nous enseignait l'accouchement, les soins pour un nouveau-né, les options qui s'offraient à nous après la naissance. Elle ne poussait personne à confier son enfant à l'adoption, mais elle nous préparait à la réalité. Élever un enfant seul, sans famille, sans emploi stable, serait extrêmement difficile. Chacune devait décider ce qui serait le mieux pour elle et pour son bébé, disait-elle. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision, seulement celle qu'on pouvait prendre dans les circonstances que la vie nous avait données. En décembre, alors que mon ventre était déjà bien arrondi, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de ma mère, transmise par Madame Joséphine, qui avait conservé l'adresse de Madame Julie. Ma fille, disait la lettre, écrite de manière maladroite par une main peu exercée. Nous avons appris ce qui s'est passé. Ton père est furieux. Il prétend que tu as déshonoré notre nom. Mais je suis ta mère et je sais qu'il doit y avoir plus dans cette histoire que ce qu'on nous a raconté. Quand le bébé sera né, si tu veux revenir à la maison, j'aurai une conversation avec ton père. Peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, il pourrait t'accepter. Tu me manques et je prie pour toi chaque jour. J'ai pleuré en lisant ces mots, mêlant le soulagement de l'amour maternel à la certitude que je ne pourrais pas revenir. Je ne voulais pas devenir un fardeau pour ma famille. Je refusais de voir la déception dans les yeux de mon père. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans un monde où on le traiterait comme le bâtard, l'enfant du péché. Cette nuit-là, la pleine lune éclairant la chambre que je partageais avec Marie m'a inspiré une décision. Je donnerai mon bébé à l'adoption. Aussi douloureux que cela puisse être, aussi déchirant que ce soit pour mon cœur, je savais que c'était le mieux pour lui. Il pourrait grandir dans une famille entière, dans un foyer stable, avec des opportunités que je ne pourrais jamais lui offrir. Quand j'ai confié mon choix à Madame Julie, elle l'a accueilli avec respect. Si c'est ce que ton cœur te dicte, Thérèse, je vais t'aider. Je connais un couple qui ne peut avoir d'enfant. Lui est comptable, elle institutrice. Ils pourront offrir à ton bébé la vie que tu rêves pour lui. Le soulagement de savoir que mon enfant aurait un avenir se mêlait à la douleur de cette séparation anticipée. Chaque coup de pied que je sentais, chaque mouvement à l'intérieur de moi, était à la fois un bonheur et un adieu. Janvier est arrivé avec une chaleur étouffante. Ma date prévue était pour la fin du mois, mais dès la 2e semaine, je me suis réveillée au milieu de la nuit avec des douleurs qui partaient du dos et irradiaient dans le ventre. Le travail avait commencé. Je n'oublierai jamais cette matinée de janvier 1963. La chaleur suffocante, la sueur glissant sur ma peau, les douleurs qui revenaient par vagues de plus en plus fortes, et mon cri résonnant contre les murs de la maison de Madame Julie. Le travail a duré près de 15 heures. 15 heures d'agonie, de lutte et de peur. Madame Julie est restée à mes côtés tout le temps, tenant ma main, essuyant mon visage, me donnant du courage. « Tu peux le faire, Thérèse, tu es plus forte que tu ne le crois, me répétait-elle. Respire profondément. Voilà. Pousse quand je te le dirai. Marie et Louise m'aidaient également, apportant de l'eau, des serviettes propres et stérilisant les instruments selon les indications de Madame Julie. Anne, qui avait accouché une semaine plus tôt, se remettait dans la chambre voisine, mais elle envoyait des mots d'encouragement à travers la porte. Quand le soleil était déjà haut et que je pensais ne plus pouvoir tenir une minute de plus, j'ai senti une pression différente, suivie du plus beau cri que j'ai jamais entendu. « C'est une fille », a annoncé Julie en soulevant le petit être couvert de sang et de vernix. Une petite fille, belle et en parfaite santé. Elles l'ont posée sur ma poitrine, encore reliée à moi par le cordon ombilical. Minuscule, rouge, avec un léger duvet sombre sur la tête et des yeux gonflés qu'elle peinait à ouvrir. La créature la plus parfaite que j'ai jamais vue. « Bonjour ma fille », ai-je murmuré, tandis que des larmes glissaient sur mes joues. Pardonne-moi ce que je vais faire, c'est par amour. Rien que par amour. Nous avons passé 3 jours ensemble, 3 jours qui semblaient à la fois une éternité et un clin d'œil. Je l'allaitais, je la berçais, je mémorisais chaque détail de son visage fragile. Le nez retroussé, les sourcils à peine visibles, les doigts minuscules qui s'accrochaient aux miens avec une force surprenante. Je lui ai donné le nom de Claire, car elle était comme une lumière dans l'obscurité de ma vie.
Une lumière que je devais confier à d'autres mains pour qu'elle continue de briller. Le 4e jour, Madame Julie est entrée dans la chambre plus tôt que d'habitude. Son visage était grave, ses yeux tristes mais déterminés. « Ils sont là, Thérèse, le couple dont je t'ai parlé. Ils viennent rencontrer la petite. » Mon cœur s'est arrêté un instant. Je savais que ce moment arriverait. Je m'y étais préparée mentalement depuis des mois, mais la réalité était bien plus douloureuse que n'importe quelle anticipation. Puis-je avoir un instant de plus avec elle, Madame Julie? Elle a hoché la tête et refermé la porte derrière elle. J'ai pris Claire dans mes bras, dormant paisiblement, inconsciente du tourbillon qui l'entourait. J'ai commencé à lui chanter doucement une berceuse que ma grand-mère me chantait autrefois. Mes larmes tombaient sur son visage minuscule qui bougeait légèrement sous mon souffle. « Ne pleure pas, mon amour. Maman te dit simplement au revoir. Tu vas vers un endroit meilleur, avec des gens qui t'aimeront, qui te donneront tout ce que je ne pourrai jamais t'offrir. » J'ai respiré profondément et essuyé mes larmes. Un jour peut-être tu comprendras. Un jour peut-être nous nous retrouverons. J'ai sorti de mon corsage un petit médaillon ayant appartenu à ma grand-mère, la seule chose de valeur que je possédais. À l'intérieur, j'ai glissé un papier où j'avais écrit mon nom complet et la date de naissance de Claire. Pour qu'un jour, si elle voulait connaître ses racines, elle sache qu'elle est née aimée, et non abandonnée par mépris, mais confiée par amour. J'ai passé le médaillon autour de son cou, le cachant sous ses vêtements. Madame Julie m'avait assuré que le couple garderait précieusement les quelques affaires que j'avais préparées. Le médaillon, une couverture que j'avais tricotée moi-même et un petit chausson au crochet fabriqué par Marie. Quand la porte s'ouvrit de nouveau, Madame Julie fit entrer un couple d'âge moyen. Lui, grand et mince, avec des cheveux qui commençaient à grisonner aux tempes. Elle, de taille moyenne, cheveux châtains relevés en chignon, et des yeux doux qui se fixèrent aussitôt sur le petit corps dans mes bras. « Voici Thérèse, » présenta Madame Julie. « Et voici Claire, la petite fille dont je vous ai parlé. » La femme s'avança avec hésitation, comme si elle redoutait ma réaction. « Elle est magnifique, » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Puis-je la prendre ?» Avec un nœud serré dans la gorge, je remis ma fille à celle qui serait sa nouvelle mère. Je vis la manière respectueuse et immédiate dont elle la tint contre elle, ses yeux s'emplissant de larmes de bonheur. L'homme s'approcha, posant un bras protecteur autour de son épouse, regardant le bébé avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Notre fille » murmura-t-il, la voix tremblante. Je restai assise sur le lit, les mains désormais vides, ressentant comme si l'on m'arrachait une partie de moi-même. Mais il y avait aussi autre chose, un soulagement coupable de savoir que Claire aurait ce que je ne pouvais pas lui offrir. Un avenir différent du mien, rempli de chance et d'amour. « Pouvez-vous me dire vos noms ?» demandai-je à voix basse. Ils échangèrent un regard rapide. « Je suis Édouard Martin. Et voici mon épouse, Hélène. Nous habitons à Paris, dans le quartier de Montmartre, » répondit-il. « Nous l'aimerons comme si elle était notre propre enfant, » ajouta Hélène, berçant toujours Claire contre sa poitrine. « Je vous promets qu'elle ne manquera jamais de rien. Ni d'amour, ni d'éducation, ni d'opportunité. » Je me sentais incapable de prononcer un mot. Le nœud dans ma gorge était si serré que respirer devenait difficile. Madame Julie sembla comprendre mon état. « Je crois que cela suffit pour aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Pourquoi ne pas emmener la petite dans le salon? Je vais finaliser les arrangements avec vous là-bas. » Avant de sortir, Hélène s'approcha une dernière fois de moi. « Merci, » dit-elle simplement. « Vous nous faites le plus beau cadeau qu'on puisse imaginer. Nous ne l'oublierons jamais. » Quand la porte se referma derrière eux, me laissant seule dans la chambre, une sensation de vide et de rupture m'envahit. Un cri silencieux monta de mes entrailles, une douleur plus intense que tout ce que j'avais ressenti, même lors des heures les plus pénibles de l'accouchement. Je saisis l'oreiller et le pressai contre mon visage pour étouffer les sanglots qui me secouaient violemment. Cette nuit-là, le sommeil m'échappa totalement. Je restai éveillée, fixant le berceau vide, les vêtements soigneusement pliés que je ne verrais plus jamais portés par ma fille. Le lait coulait de mes seins douloureux comme les larmes d'un corps refusant de comprendre la séparation. Au matin, Madame Julie entra avec une tasse de thé et une enveloppe. « Ils ont laissé ceci pour toi », dit-elle en me tendant le pli. À l'intérieur, une somme importante et une note manuscrite. « Pour t'aider à démarrer cette nouvelle vie, nous prendrons grand soin d'elle. » Je contemplais l'argent avec un mélange de sentiments. D'un côté, cela ressemblait à un paiement, comme si ma fille avait été vendue. Mais d'un autre,
Je savais que c'était offert avec sincérité, pour me permettre de reconstruire ma vie. Que dois-je faire maintenant, Madame Julie, demandai-je, me sentant perdue et fragile. Elle s'assit au bord du lit et prit mes mains dans les siennes. Maintenant, Thérèse, tu recommences. Tu as du talent pour la couture, la jeunesse et le courage. Je l'ai vu tous les mois passer. Tu peux rester ici quelques semaines encore pour te remettre complètement. Puis il faudra que tu trouves ton propre chemin. Je restai chez Madame Julie encore un mois. Ces semaines furent un mélange de deuil silencieux, de larmes nocturnes, de seins qui cessaient peu à peu de produire du lait, et de bras vides avides de tenir un petit corps. Mais elles furent aussi des semaines de planification, de décision, de force doucement retrouvée. J'utilisais l'argent des Martins pour louer une chambre dans une pension à Belleville, un quartier d'immigrants italiens où l'on ne posait pas de questions sur le passé. J'y achetai une machine à coudre d'occasion, l'achat le plus cher que je fis jamais, et commençai à offrir mes services de couturière dans le voisinage. Les débuts furent difficiles. La chambre était étroite et suffocante, la nourriture simple, les clients rares, mais j'étais déterminée. Si j'avais survécu à tout cela, je pouvais survivre à cette nouvelle épreuve. Je me spécialisais dans les retouches et petites réparations. Je changeais les boutons, faisais des ourlets, réparais des fermetures éclairs. Peu à peu, ma réputation grandit. La propriétaire de la pension me recommandait à ses amis, et une cliente en apportait d'autres. En quelques mois, j'avais suffisamment de travail pour payer le loyer et même épargner un peu. Un après-midi de mai, revenant du marché avec un sac de fruits, je remarquai une annonce collée à la vitrine d'un petit magasin de tissus. Recherche couturière expérimentée. Se présenter à l'intérieur. Je redressai mes épaules, haranguai mes cheveux et franchis la porte. L'odeur de tissu neuf et de naphtaline emplissait l'air. Derrière le comptoir, une dame italienne aux cheveux gris mesurait une coupe de soie pour une cliente. Je patientai jusqu'à ce qu'elle parte, puis m'approchai. Je viens pour l'annonce sur la vitrine. Je suis couturière, dis-je. Elle me jaugea de haut en bas, évaluant. Quelle expérience avez-vous, ragazza ? J'ai travaillé comme couturière particulière, répondis-je, choisissant de taire les détails douloureux. Je sais tout faire, robe, chemise, ajustement, réparation. Je sais aussi broder et réaliser de belles finitions. La dame, qui s'appelait Madame Francesca Vitali, m'observa encore un instant puis dit « Montrez-moi ce que vous savez faire. Revenez demain avec une pièce que vous avez cousue. » Le lendemain, je revins avec une robe que j'avais faite pour moi-même, confectionnée à partir de chutes achetées à bas prix. Simple, mais parfaitement ajustée, avec des coutures invisibles et une finition soignée. Madame Francesca examina chaque centimètre, retournant la robe, inspectant les ourlets, testant la solidité des boutons. Finalement, elle hocha la tête, un léger sourire d'approbation sur les lèvres. « Vous avez de belles mains, ragazza. Je peux vous proposer du travail 3 jours par semaine pour commencer. Si vous montrez votre valeur, nous passerons à temps plein. » C'est ainsi que je commençai au magasin Tissus Vitali, un petit commerce familial qui servait la communauté italienne de Belleville depuis près de 20 ans. J'appris vite que Madame Francesca était veuve, ayant repris le magasin après la mort de son mari 5 ans plus tôt. Son fils unique avait quitté Paris pour Nice, la laissant seule à gérer l'entreprise. Au début, mes tâches se limitaient aux retouches et petits travaux de couture que les clients apportaient. Mais à mesure que Madame Francesca prenait confiance en moi, je commençai à réaliser des pièces sur mesure pour des clients particuliers. Une robe de fête ici, un ensemble pour une occasion importante là. Je travaillais sans relâche, arrivant avant l'ouverture et repartant bien après la fermeture. Je voulais prouver ma valeur. Je voulais reconstruire ma vie à partir des fils et des morceaux qui me restaient. Le soir, dans ma chambre de la pension, je pleurais souvent en silence, pensant à Claire, imaginant comment elle allait, si elle était bien entourée, si un jour elle connaîtrait l'existence de la mère qui l'avait mise au monde. Les mois passèrent. Ma situation s'était considérablement améliorée. Je travaillais désormais à temps plein et avais un petit groupe de clients fidèles qui me demandaient spécialement. J'avais pu louer une chambre plus grande, claire et aérée, dans une maison non loin du magasin. C'est alors que je reçus une lettre qui allait changer à nouveau le cours de ma vie. Elle venait de Madame Julie, la première que je recevais depuis mon départ de sa maison. « Thérèse, disait-elle, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. J'écris parce que j'ai reçu des nouvelles qui pourraient t'intéresser. Le couple qui a adopté ta fille a déménagé à Lyon à cause du travail de Monsieur Martin. Avant de partir,
Madame Hélène est venue me voir. Elle m'a dit que Claire allait bien, qu'elle grandissait forte et en bonne santé. Elle m'a également confié que si un jour tu voulais avoir des nouvelles, tu pourrais écrire à l'adresse ci-jointe. Ils ne promettent pas un contact direct, mais s'engagent à t'envoyer photos et informations sur son développement si tu le souhaites. La décision t'appartient, Thérèse. Je sais que la blessure est encore vive, mais j'ai pensé que tu devrais connaître cette possibilité. Je lus et relus cette lettre des dizaines de fois. Mon cœur battait à tout rompre rien qu'à imaginer la possibilité de recevoir des nouvelles de ma fille. Mais j'avais peur que rouvrir cette porte rende la douleur plus intense, la perte plus réelle. Pendant des semaines, je me débattis avec moi-même. Finalement, un soir, je m'assis à ma table et écrivis une lettre simple. Cher Monsieur et Madame Martin, j'ai reçu votre adresse par l'intermédiaire de Madame Julie. Je ne sais pas s'il est approprié d'écrire, mais je ne peux contenir le désir de savoir comment va Claire. Si vous le pouvez, j'aimerais simplement savoir si elle va bien, peut-être recevoir une photo. Je n'ai pas l'intention d'interférer dans votre vie. Je souhaite seulement m'assurer qu'elle est heureuse et en bonne santé. Respectueusement, Thérèse Lefebvre. Une semaine plus tard, une enveloppe arriva. À l'intérieur, une courte lettre et une photographie. Sur la photo, une petite fille d'environ 2 ans, cheveux foncés et bouclés, joues rondes, sourire dévoilant de petites dents. Mon cœur faillit s'arrêter en constatant combien elle me ressemblait à son âge. La lettre disait « Thérèse, Claire se porte très bien, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est une enfant joyeuse, en bonne santé et très aimée. Elle a commencé à parler il y a quelques mois. Ses premiers mots ont été « maman » et « papa ». Elle adore la musique et les livres aux images colorées. Elle a parfois un caractère têtu, mais reste toujours affectueuse. Nous gardons précieusement le médaillon que vous avez laissé avec elle. Lorsqu'elle sera plus grande, nous lui parlerons de vous d'une manière adaptée à son âge. Nous ne voulons pas qu'elle grandisse sans connaître ses origines. Si vous le souhaitez, nous pouvons continuer à vous envoyer des nouvelles et des photos de temps en temps. Hélène et Édouard Martin. Je pleurais en lisant ces mots, en regardant l'image de ma fille. Malgré tout, elle serait toujours ma fille. Mais mes larmes étaient différentes maintenant. Il y avait encore de la douleur, oui, mais aussi du soulagement, de la gratitude et un mince fil d'espoir. Je leur répondis, les remerciant et exprimant mon souhait de continuer à recevoir des nouvelles. Ainsi débuta une correspondance espacée mais constante qui durerait des années. Tous les quelques mois, j'ouvrais une lettre contenant des nouvelles de Claire, ses premiers pas à l'école, ses goûts, ses petites réussites et ses défis. Chaque missive contenait une photo que je rangeais soigneusement dans un album, caché sous mon matelas. Pendant ce temps, ma vie poursuivait son cours. En 1965, Madame Francesca me fit une proposition inattendue. « Thérèse, je vieillis. Mon fils ne s'intéresse pas au magasin. Il préfère sa vie à Nice. Après mûre réflexion, j'aimerais que tu deviennes mon associé. J'ai vu comment tu travailles, comment tu prends soin des clients, combien tu aimes ce que tu fais. Avec le temps, tu pourrais reprendre entièrement l'affaire. » Je restais abasourdie. Jamais je n'avais imaginé une telle possibilité. Moi, fille d'origine modeste, sans famille, sans passé dont je puisse parler librement, devenir associée d'une entreprise établie. Mais Madame Francesca, je n'ai pas d'argent à investir dans une association, balbutiai-je. Elle fit un geste négligent de la main. Tu investiras ton travail, ta jeunesse, ton talent. C'est largement suffisant. Et je sais reconnaître une survivante quand j'en rencontre une. Les personnes comme toi, qui ont affronté le pire et sont restées debout, ce sont celles qui font prospérer un commerce. C'est ainsi qu'à 19 ans, je suis devenue associée du magasin, qui prit le nom de Vitalie Lefebvre. Sous mon influence, nous dépassâmes les simples ajustements et réparations, proposant également des vêtements sur mesure, peu à peu, de petites collections prêtes à la vente. J'appris le côté commercial de l'entreprise aux côtés de Madame Francesca, comment négocier avec les fournisseurs, gérer les finances, traiter avec les employés, car nous dûmes bientôt embaucher des assistants pour répondre à la demande croissante. En 1967, nous déménageâmes dans un espace plus grand, sur une rue animée du quartier. Le nouveau magasin possédait une large vitrine où nous exposions nos meilleures créations, et un atelier à l'arrière où je passais la plupart de mon temps à créer, couper, coudre. Cette même année, je reçus une lettre différente des Martins. Pour la première fois, elle ne contenait pas seulement la photo habituelle de Claire, désormais âgée de presque 5 ans, c'était un dessin qu'elle avait fait elle-même.
Une figure simplifiée d'une femme aux cheveux longs et à la robe colorée, pleine de fleurs. Claire a fait ce dessin et a dit que c'était pour l'autre maman qui habite loin, expliquait Hélène. Il lui avait raconté simplement qu'elle avait été adoptée, que sa première mère l'aimait beaucoup mais ne pouvait s'occuper d'elle, et qu'ils avaient été choisis pour être ses parents. Claire avait compris avec la simplicité naturelle des enfants, et avait voulu envoyer un dessin pour moi. J'encadrerai ce dessin et l'accrocher au mur de ma chambre. C'était le premier cadeau de ma fille, le premier lien direct, même s'il était médiatisé, entre elle et moi. Chaque nuit, je m'endormais en le regardant. L'année suivante, un événement inattendu bouleversa à nouveau ma vie. J'étais dans le magasin, ajustant une robe de mariée, lorsqu'un homme entra. Grand, bien habillé, avec un air distingué qui me rappela immédiatement les clients fortunés pour lesquels j'avais travaillé au manoir de Boleil. « Bonjour, je cherche Thérèse Lefebvre », dit-il en saluant de son chapeau. Je le regardai, intrigué. Je ne le reconnaissais pas et ne pouvais imaginer ce qu'un homme comme lui pouvait me vouloir. « C'est moi », répondis-je en mettant de côté la robe sur laquelle je travaillais. Il sourit, un sourire chaleureux illuminant ses yeux. « Je m'appelle Charles Renard, avocat. Je représente la famille Durand du manoir de Boleil. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Le nom Durand réveillait tous les souvenirs que j'avais essayé d'enterrer, Robert, les abus, la grossesse, l'expulsion honteuse. « Que voulez-vous de moi ?» demandai-je, la voix tremblante malgré mes efforts pour rester maîtresse de moi. « J'ai des informations importantes à vous transmettre. Pouvons-nous parler en privé ?» Je le conduisis dans une petite salle à l'arrière du magasin, utilisée pour les réunions avec des clients spéciaux. Madame Francesca nous observa passer, intriguée, mais ne posa aucune question. « Mademoiselle Lefebvre, commença-t-il après que nous fûmes assis. Je suis ici parce que Robert Durand est décédé il y a 2 semaines dans un accident de voiture. » Le coup me frappa comme un poing dans l'estomac. Je n'éprouvais aucun amour pour Robert, seulement un mélange complexe de peur, de colère et de ressentiment, avec lequel j'avais appris à vivre. Mais sa mort marquait la fin définitive d'un chapitre de ma vie, un chapitre qui avait tout changé. « Je suis désolé, murmurai-je, sans savoir quoi dire d'autre. » Avant de mourir, poursuivit l'avocat, Robert a fait une confession au prêtre, puis m'a contacté et a modifié son testament. Je le regardai, confuse. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Charles Renard ouvrit sa serviette et sortit quelques documents. Robert a avoué vous avoir abusé lorsque vous travailliez au manoir de Boleil. Il a reconnu que l'enfant que vous attendiez était le sien et que ses menaces vous ont forcé à vous taire puis à quitter le manoir. Sur son lit de mort, il semble avoir ressenti du remords. Il a laissé des instructions précises pour qu'une partie importante de son héritage vous soit attribuée, avouée à votre enfant, où qu'il soit, comme forme de compensation pour le préjudice subi. Des larmes involontaires me vinrent aux yeux, non pour l'homme mort, mais pour la jeune fille de 16 ans que j'avais été, enfin vengée. Tard, trop tard pour elle, mais d'une manière que personne d'autre que cet avocat ne saurait jamais. Je restai silencieuse, absorbant cette information extraordinaire. Après toutes ces années, après avoir reconstruit ma vie à partir de rien, venait cette reconnaissance inattendue de l'injustice que j'avais subie. « Si vous me permettez de demander, » dit l'avocat doucement, « qu'est-il advenu de l'enfant ?»« Une fille, » répondis-je doucement. « Claire. Je l'ai donnée à l'adoption. Elle est élevée par une bonne famille à Lyon. » Il hocha la tête sans jugement. « Dans ce cas, selon les instructions du testament, la moitié de la valeur qui vous est destinée doit vous revenir directement, et l'autre moitié sera placée dans un fonds fiduciaire au nom de Claire, qu'elle pourra récupérer à sa majorité. Nous aurons besoin d'informations pour localiser légalement l'enfant. » Mon cœur s'emballa à cette idée. Fournir ces informations signifiait établir une connexion légale avec Claire, quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible. Je dois réfléchir, finis-je par dire. Je dois considérer ce qui est le mieux pour Claire. Elle a une famille qui l'aime, une vie stable, je ne veux pas perturber cela. Je comprends, répondit Charles. L'argent qui vous est destiné est disponible indépendamment de votre décision concernant le fonds pour l'enfant. Je vous demande seulement de m'informer lorsque vous aurez pris une décision. Après son départ, je restai seule dans la salle pendant longtemps, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Une partie de moi ressentait une satisfaction amère. Robert avait avoué, reconnu le mal qu'il m'avait fait. Une autre partie craignait les complications que cet argent pourrait apporter à la vie de Claire et à l'arrangement délicat que j'avais avec les Martins. Ce soir-là, j'écrivis une longue lettre à Hélène et Édouard Martin.
expliquant la situation et suggérant que nous nous rencontrions en personne pour discuter de l'affaire. C'était la première fois que je proposais une rencontre en face à face depuis que j'avais confié Claire à leur garde. 2 semaines plus tard, je reçus un court télégramme. Serons à Paris dimanche prochain. Pouvons-nous nous rencontrer à 15 heures au jardin du Luxembourg? Hélène et Édouard. Mon cœur manqua un battement en lisant ces mots. Après 6 ans, je reverrais enfin ma fille, ou du moins, c'était ce que je croyais. Le dimanche arriva, baigné d'un doux soleil d'automne. J'avais choisi mes meilleurs vêtements, un ensemble jupe et veste bleu marine que j'avais moi-même confectionné, inspiré d'un modèle aperçu dans un magazine. Mes cheveux étaient attachés en un chignon simple, un rouge à lèvres discret sur mes lèvres. Je voulais paraître respectable, accompli, quelqu'un qui avait avancé malgré les adversités. Je me présentai au jardin une demi-heure avant l'heure convenue, l'estomac noué par la nervosité. Je m'assis sur un banc près du kiosque à musique, observant les familles qui se promenaient, les enfants qui couraient sur l'herbe, cherchant anxieusement un visage familier, une petite fille qui serait la version grandie de ce bébé que j'avais tenu seulement 3 jours. À 15 heures précises, j'aperçus un couple s'avancer. Je les reconnus immédiatement d'après les photos envoyées au fil des ans, mais ils étaient seuls. Claire n'était pas avec eux. Je me levai, essayant de dissimuler ma déception. « Hélène, Édouard, merci d'être venus, dis-je. » Nous nous serrâmes la main, formellement, comme 2 étrangers, malgré la profonde connexion qui nous liait. « Claire n'est pas avec vous ?» demandai-je, incapable de retenir la question implicite. Hélène secoua la tête, un regard compréhensif dans les yeux. Nous avons pensé qu'il valait mieux que les adultes parlent d'abord, comprendre la situation avant d'impliquer Claire. Cela avait du sens, mais mon cœur se serra malgré tout. Nous marchâmes dans le jardin, cherchant un endroit plus discret pour discuter. Nous trouvâmes un coin tranquille, à l'écart des sentiers principaux. « Votre lettre nous a pris par surprise », commença Édouard, droit au but. « Je n'ai jamais espéré non plus cette situation », répondis-je sincèrement. Je n'aurais jamais imaginé que Robert laisserait quelque chose dans son testament. Hélène m'observa un moment, puis demanda doucement, « Que comptez-vous faire, Thérèse? Quel est votre plan concernant Claire ?» Je compris immédiatement leur inquiétude, ils craignaient que je veuille perturber la vie qu'ils avaient construite, revendiquer des droits, peut-être récupérer ma fille. « Je n'ai pas l'intention d'interférer dans votre vie, dis-je fermement. Claire est votre fille dans tous les sens qui comptent. Vous l'avez élevée, aimée, vous lui avez donné tout ce que je n'aurais jamais pu lui offrir. » Je respirai profondément avant de continuer. Quant à l'argent, je crois que c'est son droit. Pas parce qu'elle est la fille de Robert, il ne mérite pas cette reconnaissance, mais parce que c'est une forme de justice pour ce qui s'est passé. Je vis leurs épaules se détendre visiblement. Nous n'avons jamais caché à Claire qu'elle est adoptée, expliqua Hélène. Comme nous vous l'avons écrit, nous lui avons raconté de manière appropriée à son âge. Elle sait qu'elle a une autre mère, quelqu'un qui l'aimait mais ne pouvait pas s'occuper d'elle, et elle connaît les lettres et photos que vous envoyez. Ma voix faiblit presque. Est-ce qu'elle pose des questions sur moi? Édouard hocha la tête. Parfois, elle veut savoir comment vous allez, ce que vous faites. Nous lui montrons les photos que vous avez envoyées. Elle garde le médaillon dans sa boîte à trésors. Des larmes jaillirent dans mes yeux en imaginant Claire conserver ce petit souvenir, ce morceau de moi parti avec elle. Je pense que nous devrions être pratiques maintenant, dit Édouard. Il aborda le sujet principal, comment établir légalement le fonds fiduciaire mentionné par l'avocat sans compromettre l'adoption. Comment protéger la vie privée de Claire tout en garantissant qu'elle aura accès à l'argent à l'âge adulte? Après discussion, nous parvînmes à un accord. Je recevrai les informations nécessaires pour que l'avocat établisse le fonds. L'argent serait investi et Claire pourrait y accéder à 21 ans. En échange, je demandais seulement à continuer de recevoir des nouvelles et des photos, comme auparavant, et j'osais enfin poser le souhait que je gardais depuis des années. Si un jour, lorsque Claire sera plus âgée, elle souhaite me connaître, le permettriez-vous? Hélène et Édouard échangèrent un regard silencieux. Hélène prit la parole. Quand Claire sera assez grande pour comprendre toute l'histoire et prendre sa propre décision, si elle veut vous connaître, nous ne nous y opposerons pas. Elle a le droit de connaître ses origines, toutes les parties de qui elle est. Cette promesse, cette petite possibilité qu'un jour je pourrai enfin voir ma fille en face à face, remplit mon cœur d'un espoir que je n'osais plus ressentir depuis des années. Avant de nous séparer, Hélène sortit quelque chose de son sac, une enveloppe. « Nous avons apporté ceci pour vous », dit-elle en me tendant la photo la plus récente de Claire, et un petit quelque chose d'autre. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe.
À l'intérieur, il y avait une photographie de Claire à son 6e anniversaire, souriant à côté d'un gâteau, et une petite carte faite à la main. Sur celle-ci, en lettres enfantines tracées au marqueur, était écrit « Pour mon autre maman, avec amour, Claire ». Les larmes que j'avais tenté de contenir pendant toute la conversation débordèrent enfin. Hélène, dans un geste qui me surprit, s'approcha et m'enlaça brièvement, mais sincèrement. « Merci de nous avoir donné la chance d'être parents », murmura-t-elle. « Et merci de continuer à vous soucier d'elle après toutes ces années. » Nous nous séparâmes avec la promesse de rester en contact. Je rentrai chez moi ce jour-là avec des sentiments mitigés, la tristesse de ne pas avoir vu Claire, la gratitude pour la compréhension des Martins, l'espoir d'une rencontre future, et un étrange sentiment de clôture, car Robert avait finalement reconnu le mal qu'il m'avait fait, même sur son lit de mort. Les mois suivants apportèrent de grands changements. L'héritage de Robert arriva. Une somme que je n'avais jamais imaginé posséder. Après avoir établi le fonds pour Claire, il me restait suffisamment pour transformer ma vie. Après mûre réflexion, je fis une proposition à Madame Francesca, acheter sa part dans le magasin. Elle était de plus en plus fatiguée par le travail quotidien, et mon offre lui permettrait de prendre une retraite confortable. « Il est temps, Cara, dit-elle, acceptant ma proposition avec une étreinte serrée. Le magasin est maintenant à toi, comme il aurait toujours dû l'être. Tu as l'œil pour le commerce et les mains pleines de talent. Une combinaison rare que peu de gens possèdent. » Au début de 1969, Vitalie Lefebvre a laissé place à l'atelier Thérèse Lefebvre. J'ai repensé complètement l'espace, élargi l'atelier à l'arrière et aménagé l'avant pour qu'il soit plus raffiné. J'ai engagé 2 nouvelles couturières et une assistante pour m'épauler dans la boutique. Mais le vrai changement est venu d'une décision audacieuse. Plutôt que de me contenter de retouches et de vêtements sur mesure, j'ai commencé à composer mes propres collections. Robes, ensembles, jupes, chemisiers, chaque pièce portait ma signature, mariant élégance classique et détails artisanaux uniques. À ma grande surprise, ces collections ont été accueillies avec enthousiasme. Les femmes du quartier, lassées des mêmes modèles proposés par les grandes enseignes, étaient ravies de découvrir des créations originales qu'elles ne croiseraient nulle part ailleurs. Rapidement, des clientes venues d'autres quartiers se sont intéressées à mon travail grâce au bouche à oreille. Des journalistes de magazines féminins modestes ont commencé à venir, relatant l'histoire d'une styliste autodidacte de Belleville au talent prometteur. En 1970, j'ai été invitée à présenter mes créations lors d'un petit défilé dans un club social, aux côtés de marques déjà établies. Le succès professionnel a également bouleversé ma vie personnelle. J'ai quitté ma chambre louée pour acquérir mon premier appartement, un lieu que je pouvais enfin appeler mien. Chaque détail de la décoration reflétait ma personnalité, meubles simples mais choisis avec soin, tissus colorés, plantes disposées un peu partout. Sur un mur particulier, j'ai accroché toutes les photographies de Claire reçues au fil des années, disposées dans l'ordre chronologique, de ses premiers jours à la plus récente, où elle apparaissait en uniforme scolaire, sourire aux lèvres et dents manquantes à l'avant. Regarder ces images chaque jour me procurait un étrange sentiment de continuité. Même séparée physiquement d'elle, je participais encore à sa vie, d'une manière subtile mais réelle. Ce n'était pas un substitut à sa présence, mais un lien précieux qui m'aidait à avancer. Je répondais en partageant des anecdotes de l'atelier, les nouvelles collections, ma vie simple mais comblée. Je lui envoyais aussi de petits présents faits main, un échantillon de tissu, une écharpe, des gants délicats pour l'hiver, un sac artisanal pour ses livres. À la fin de 1981, dans une de ses lettres, Claire posa la question que j'avais redoutée et attendue depuis si longtemps. Pouvons-nous nous rencontrer pendant mes prochaines vacances ? Mon cœur s'est emballé à la lecture de ces mots. Après presque 20 ans, je rencontrerai enfin ma fille face à face. La petite fille que j'avais tenue 3 jours à peine, que j'avais confié le cœur brisé pour lui offrir une vie meilleure, revenait désormais vers moi par son choix et sa volonté propre. Nous avons convenu de la rencontre pour janvier 1982, lorsqu'elle serait à Paris pour les vacances d'hiver. Nous avons choisi un restaurant discret dans le Marais, un lieu neutre où nous pourrions parler sans pression. Dans les semaines qui ont précédé, mes nuits étaient presque impossibles. Je pensais à ce que je dirais, à ce que je demanderais, à la façon dont je réagirais en la voyant enfin après tant d'années. Je me demandais si elle me reconnaîtrait en elle, si nous y verrions des ressemblances comme sur les photos, si cette connexion immédiate que j'espérais existerait réellement. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Je suis arrivée au restaurant 1 heure à l'avance, incapable de rester à la maison tant mon anxiété était grande.
J'avais choisi une table isolée dans un coin du restaurant. J'avais commandé un thé que je n'ai même pas pu toucher et je suis restée là, le cœur battant si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Puis elle est apparue et le temps a semblé s'arrêter. Claire était grande et mince, ses cheveux foncés ondulant jusqu'aux épaules. Elle portait une robe simple mais élégante, bleu marine, et tenait un petit sac à la main. Elle s'est arrêtée à l'entrée, balayant la salle du regard, cherchant quelqu'un qu'elle ne connaissait qu'à travers des photos. Nos yeux se sont rencontrés, et j'ai senti passer quelque chose d'indéfinissable. Une reconnaissance silencieuse, un fil invisible que ni le temps ni la distance n'avaient pu rompre. Je me suis levée, les jambes légèrement tremblantes, et elle a avancé vers moi. « Thérèse » murmura-t-elle d'une voix douce et hésitante. « Claire » ai-je répondu, et c'était tout ce que j'ai pu prononcer avant que les larmes ne montent. Nous sommes restés debout, à nous observer, à prendre note de chaque détail, chaque ressemblance, chaque nuance différente. Puis, sans prévenir, elle a fait un pas et m'a enveloppée dans ses bras. Une étreinte intense, presque désespérée, comme si elle voulait combler 20 années de séparation en un seul geste. Je l'ai serrée contre moi, sentant son corps, la chaleur qui avait été autrefois la mienne. Maintenant, elle était entière, complète, merveilleuse. Les larmes ont coulé librement sur mes joues, et je sentais les siennes mouiller mon épaule. « Je t'ai trouvé » murmura-t-elle. « Je t'ai enfin trouvé. » Nous nous sommes assises, les mains toujours liées, comme si lâcher prise pouvait nous faire disparaître l'une pour l'autre. La conversation a commencé à couler naturellement, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Nous avons parlé de tout et de rien, de ses études, de mon atelier, des petites choses du quotidien, des goûts communs que nous partagions. « Vous êtes exactement comme je vous avais imaginé », dit-elle à un moment, les yeux brillants. Sur les photos, je paraissais forte et déterminée, mais avec une ombre de tristesse. Maintenant, je le voyais en vrai, et elle l'avait perçu. J'ai souri, touchée par sa sensibilité. La vie n'avait pas toujours été facile, mais elle m'avait rendue plus forte. Et chaque fois que je recevais des nouvelles d'elle, en voyant qu'elle grandissait heureuse et en bonne santé, je puisais la force de continuer. Elle a serré ma main. Maman Hélène m'a toujours dit que vous m'aimiez beaucoup, que vous m'aviez confié par amour et non par manque d'amour. J'ai grandi en sachant cela. Je n'en ai jamais douté. Mais j'ai encore tant de questions, ajouta-t-elle. Demande tout ce que tu veux savoir, ai-je répondu. Je n'ai plus de secret pour toi. Qui est mon père, demanda-t-elle, les yeux plongés dans les miens. C'était la question que j'avais redoutée depuis toujours, mais j'étais prête. Je pris une profonde inspiration et me lançai dans la vérité. Je ne détaillais pas les aspects les plus sordides, mais je laissais passer assez d'informations pour qu'elle comprenne. Je parlais du manoir de Boleil, de mes journées à travailler comme couturière là-bas, de Robert Durand et de la manière dont il avait exploité ma vulnérabilité. Je racontais la grossesse, mon expulsion, la maison de Madame Julie. Chaque mot était teinté de sincérité, adouci par le temps et par mon désir de ne pas la blesser, cette jeune femme qui me regardait avec tant d'intensité. Quand je terminai, elle pleurait en silence. « Je suis désolée » murmura-t-elle enfin. « Pour tout ce que vous avez traversé à cause de moi. »« Non » répondis-je fermement, en tenant son visage entre mes mains. « Ne pense jamais ça. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Tu as été la seule lumière dans cette épreuve. La seule raison pour laquelle j'ai pu trouver un sens à tout cela. » Elle renifla, essuya ses larmes. « Et maintenant, que se passe-t-il, Thérèse ? » « Ce que tu voudras, » répondis-je avec franchise. « Nous pouvons continuer à nous écrire. Nous pouvons nous voir quand tu viendras à Paris. Construire notre relation à ton rythme. Je ne veux pas remplacer Hélène et Édouard. Ils sont tes parents, ils t'ont élevé, aimé. Je veux simplement faire partie de ta vie, si tu le permets. »« Je veux ça, dit-elle sans hésitation. Je veux mieux vous connaître. Je veux que vous fassiez partie de ma vie. J'ai maintenant 2 mères, ajouta-t-elle. Une qui m'a élevée, et une qui m'a donné la vie. J'ai de la chance d'avoir les 2. Nous quittâmes le restaurant des heures plus tard, bras dessus bras dessous, comme de vieilles amies. Je l'emmenai visiter mon atelier, lui montrer mes dessins, mes tissus, l'univers que j'avais bâti à partir de rien. Elle s'émerveilla à chaque pas, touchant les pièces, posant des questions, montrant un intérêt sincère qui réchauffa mon cœur. « Vous êtes incroyable » dit-elle en observant l'atelier. « Vous avez tout construit seul après tout ce que vous avez traversé. »« Pas seul » corrigeai-je doucement. « J'ai eu de l'aide en chemin, Madame Julie, Madame Francesca, Maurice, tant d'autres. »« Et toi,
Même à distance, tu as toujours été là. Savoir que tu allais bien, que tu étais heureuse, que tu grandissais forte, c'était ma force pour continuer et devenir quelqu'un dont tu pourrais être fier un jour. Avant de nous séparer, je promis de lui rendre visite à Lyon dans les semaines suivantes. Je voulais découvrir son univers, voir où elle vivait, et peut-être revoir Hélène et Édouard dans ce contexte si différent. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, je pleurais. Non pas de tristesse, mais d'une joie si profonde qu'elle se mêlait à la douleur. Le cercle de ma vie semblait enfin se refermer. La petite fille que j'avais confiée était revenue de son plein gré, maintenant une femme remarquable, intelligente et attentive aux autres. Quelque chose en moi, brisé pendant 20 ans, commençait enfin à se réparer. Au fil des années, Claire et moi avons construit un lien qui dépassait les blessures de sa naissance. Je me rendais régulièrement à Lyon pour la voir. Je découvrais son cercle d'amis, son univers universitaire. Elle venait à Paris pendant les vacances, passant parfois plusieurs semaines chez moi, aidant à l'atelier, apprenant un peu de couture, plus par curiosité que par quelque aptitude héritée. Mes mains sont faites pour soigner, pas pour créer, disait-elle en riant. Hélène et Édouard, à ma grande surprise et gratitude, ont accueilli cette nouvelle relation avec une élégance que je n'attendais pas. La première fois que nous nous sommes revus, Hélène m'a prise dans ses bras. « Merci de nous avoir partagé ton histoire toutes ces années », a-t-elle murmuré. « Merci d'être revenu dans sa vie. Claire mérite de connaître toutes les parties de ce qu'elle est. » En 1987, j'étais là, assise discrètement, lorsque Claire a reçu son diplôme de médecine, première de sa promotion. La fierté qui m'a envahie ce jour-là était impossible à décrire. Voir cet enfant né dans des conditions si précaires devenir une médecin prête à changer la vie des autres m'a rempli d'admiration. Après la cérémonie, elle nous a fait une surprise. Elle avait été acceptée pour une résidence à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. « Je veux être plus proche de vous », m'a-t-elle confié en privé. « Découvrir votre vie, votre monde, peut-être même aider à l'atelier pendant mon temps libre. Je promets de ne pas abîmer le tissu précieux. » Nous avons ri ensemble, et je tenais ses mains, celles d'une future médecin capable de sauver des vies. Sa présence représentait tout ce que j'avais toujours souhaité, tout ce que je n'avais jamais osé imaginer. L'atelier Thérèse Lefebvre continuait de prospérer, de s'étendre et de gagner une renommée internationale. J'étais invitée à des défilés à Paris, à Milan, dans des lieux que je n'aurais jamais rêvé de visiter quand j'étais une simple fille de la campagne. J'ouvris des boutiques dans d'autres villes françaises et lançai des lignes d'accessoires et de parfums. Mais rien de tout cela, aucune réussite matérielle ou reconnaissance publique, ne pouvait égaler la joie d'avoir ma fille de retour dans ma vie, de construire avec elle une relation fondée sur le choix, l'amour et la vérité. À 29 ans, Claire m'a présenté Albert, un chirurgien rencontré pendant sa résidence. Un homme doux et brillant, qui la regardait comme si elle était le trésor le plus précieux du monde, comme elle l'a toujours été pour moi. C'est l'homme avec qui je veux passer ma vie, m'a-t-elle confié, les yeux brillants de cette lumière que seul le véritable amour apporte. Le mariage a eu lieu l'année suivante, simple et élégant, dans un jardin parisien. Claire avait voulu que Hélène et moi l'accompagnions jusqu'à l'autel. Ces deux mères, si différentes, réunies par l'amour pour elle. Alors que nous marchions côte à côte, Hélène a doucement pressé ma main et murmuré. « Nous avons bien agi toutes les deux. Regardez-la, si heureuse, si entière. » « Oui », ai-je répondu, les yeux embués de larmes. Chacune à notre manière, nous avions fait de notre mieux. 2 ans plus tard, en 1993, Claire m'a annoncé une nouvelle qui a complété le cercle de notre histoire. Elle était enceinte. Par un après-midi d'avril, assise sur la terrasse de mon appartement, elle a posé ma main sur son ventre encore plat. « Je veux que vous fassiez partie de la vie de ce bébé dès le départ », a-t-elle dit, la voix tremblante. Je veux que vous soyez la grand-mère présente, celle qui lui apprendra à coudre, à raconter des histoires, à être forte, même quand la vie semble impossible. Les larmes ont roulé sur mes joues alors que je la regardais, incapable de trouver mes mots. La petite fille que j'avais été contrainte d'abandonner, que j'avais retrouvée adulte, m'offrait maintenant le cadeau de devenir grand-mère. C'était un présent si immense, si inattendu, que j'avais du mal à y croire. Sophie est née en novembre de cette année-là. Une petite fille en pleine santé, vigoureuse, avec les yeux sombres que Claire avait hérités de moi. Quand je l'ai prise pour la première fois dans mes bras à l'hôpital, Claire à mes côtés, j'ai ressenti que toutes les épreuves, toutes les luttes et tous les sacrifices d'une vie avaient trouvé leur sens dans ce moment parfait. « Elle a vos yeux », a murmuré Claire.
Les mêmes que ceux que l'on voit sur les vieilles photos que vous m'avez montrées. Et vos mains ? Ai-je demandé en observant les petits doigts minuscules qui s'accrochaient aux miens. Les mains d'une future guérisseuse, d'une médecin. Claire a souri, fatiguée mais radieuse. Une ligne continue. Moi, elle, et maintenant Sophie, chacune portant un peu de l'autre, chacune suivant son propre chemin. Alors que je berçais cette nouvelle vie contre moi, mes pensées sont revenues à la jeune fille de 16 ans, expulsée du manoir de Beaulieu, portant un bébé et le poids du monde sur ses épaules. Elle n'aurait jamais pu imaginer que son histoire se terminerait ainsi, avec succès, réconciliation et un amour qui se propageait sur plusieurs générations. J'ai compris alors que la vie ressemble à la plus complexe des broderies. Les points sombres, les lignes irrégulières, les nœuds qui semblent irrémédiables sont tous nécessaires pour composer le motif final. Sans la douleur, il n'y aurait pas de beauté. Sans les pertes, pas de retrouvailles. Sans les défis, pas de force pour les surmonter. J'ai regardé Claire, ma fille, et j'ai su que malgré tout, j'avais vécu une vie bénie. Une vie faite de hauts et de bas, de peine et de joie, mais surtout d'amour. Et à la fin, c'est tout ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de mon appartement à Paris, je regarde le jardin où Sophie, ma petite fille maintenant âgée de 32 ans, joue avec ses propres enfants, mes arrière-petits-enfants. Je ne peux m'empêcher de songer aux détours inattendus de la vie, à la manière dont les fils du destin s'entrelacent sans que l'on puisse jamais les prévoir. L'atelier Thérèse Lefebvre est aujourd'hui l'une des maisons de mode les plus respectées de France. J'ai des boutiques dans plusieurs villes et mes créations voyagent au-delà des frontières. J'ai habillé des célébrités, des premières dames, des artistes. Un chemin long et improbable pour cette fille de 16 ans qui cousait à la lueur d'une bougie dans une chambre étroite. Officiellement, je suis à la retraite depuis quelques années. Sophie, qui a hérité de mon goût et de mon talent pour la mode, a pris la direction créative de la maison, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Elle y insuffle une vision moderne tout en préservant l'essence que j'ai toujours défendue. Claire poursuit sa carrière de médecin, aujourd'hui directrice d'un grand hôpital. Elle sauve des vies, transformant la douleur en guérison, une capacité qu'elle semble avoir puisée à sa manière dans ce que je lui ai transmis. En 2016, la vie m'a réservé une nouvelle surprise. Une jeune journaliste m'a contactée pour réaliser un portrait dans un magazine de mode, évoquant la carrière d'une pionnière de la haute couture française. Pendant notre longue conversation, j'ai ressenti quelque chose de familier en elle, un geste, un infime mouvement de tête quand elle écoutait attentivement. « Quel est votre nom complet ?» ai-je demandé, interrompant sa question sur ma première collection internationale. « Béatrice Durand-Lopez », répondit-elle, légèrement étonnée par ma curiosité soudaine. Un frisson m'a parcouru. Par hasard, avez-vous un lien avec la famille Durand du manoir de Beaulieu en Normandie ? Ses yeux se sont agrandis de surprise. Oui, mon grand-père venait de là. Richard Durand, le frère de Robert Durand. Comment le savez-vous ? Je n'ai pas trouvé de réponse immédiate. Richard, le frère cadet de Robert, que j'avais à peine connu au manoir. Cette jeune femme était donc la petite nièce de l'homme qui avait bouleversé ma vie. J'ai connu votre famille il y a bien longtemps, ai-je fini par dire. J'ai travaillé au manoir quand j'étais jeune, avant de commencer ma carrière dans la mode. Béatrice a souri, charmée par cette étrange coïncidence. Quel petit monde, a-t-elle murmuré. Je vais le raconter à mon père, il sera surpris. Le manoir n'existe plus. Il a été vendu dans les années 80, mais il continue de raconter des histoires sur cet endroit, sur la famille. Cette rencontre inattendue m'a fait réfléchir à la manière dont le passé ne nous quitte jamais vraiment, à la façon dont les cercles de la vie se referment de manière étonnante. Je n'ai pas révélé toute la vérité à Béatrice. Je n'avais pas le droit de ternir l'image de sa famille avec des souvenirs douloureux sur un grand-oncle qu'elle n'avait probablement jamais rencontré. Mais ce soir-là, j'ai longuement discuté avec Claire de cette rencontre. C'est étrange de voir nos mondes se croiser encore, après toutes ces années, a-t-elle dit, assise à mes côtés sur le canapé, tandis que nous feuilletions un vieil album de photos, comme s'il existait un fil invisible reliant toutes ces vies et toutes ces histoires. La vie est ainsi faite, ai-je répondu, passant doucement les doigts sur une photo de Claire bébé. Parfois, je me dis que rien n'arrive par hasard, que chaque rencontre, chaque séparation, chaque douleur et chaque joie a un sens plus vaste, que l'on ne comprend pleinement que bien plus tard. Quelques mois après cette rencontre avec Béatrice, un honneur inattendu m'a été accordé. Le Musée des Arts Décoratifs de Paris a organisé une rétrospective de ma carrière. Thérèse Lefebvre, 50 ans de mode française.
Des robes que j'avais créées au fil des décennies. Depuis les premières pièces modestes de la petite boutique de Belleville jusqu'aux créations sophistiquées qui habillaient les célébrités, étaient exposées comme de véritables œuvres d'art. Le soir de l'ouverture, entourée de ma famille, Claire et Albert, Sophie et son mari, mes arrière-petits-enfants courant entre les invités, j'ai regardé autour de moi, submergé par une émotion difficile à décrire. Comment cette petite fille effrayée, qui avait fui le manoir de Beaulieu avec seulement les vêtements qu'elle portait et un bébé dans les bras, avait-elle pu arriver jusqu'ici? Comment tous les morceaux éparpillés de ma vie s'étaient-ils transformés en un tableau si riche, si coloré, si complet? Claire s'est approchée, tenant mon bras. Vous pensez au passé, n'est-ce pas? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. À comment tout a commencé? À comment nous en sommes arrivés là? Savez-vous ce que j'admire le plus chez vous? A-t-elle ajouté, les yeux si semblables aux miens, brillants d'émotion. Ce n'est pas votre talent, même s'il est exceptionnel. Ce n'est pas seulement votre persévérance, bien qu'elle soit admirable. C'est votre faculté de transformer la douleur en beauté, de prendre les instants les plus sombres et de les convertir en lumière. Ces mots ont frappé quelque chose de profond en moi. C'était vrai. Toute ma vie avait été un apprentissage de transformation. Transformer des étoffes en vêtements, certes, mais aussi convertir le rejet en force, la perte en but, la séparation en retrouvailles. J'ai appris très tôt que nous ne pouvons pas choisir ce que la vie nous donne, ai-je répondu, mais nous pouvons décider de ce que nous en faisons. Chaque création que j'ai réalisée au fil des ans porte un peu de cette philosophie. La beauté qui naît de mains qui ont connu l'effort, le design qui émerge d'un esprit qui a su traverser la douleur. En 2020, alors que le monde entier était bouleversé par la pandémie de Covid-19, Sophie a proposé d'adapter temporairement notre atelier pour produire des masques et des protections pour les hôpitaux. Claire, en première ligne, nous racontait des histoires accablantes sur la pénurie de matériel, les collègues tombés malades, l'épuisement constant des soignants. Grand-mère, nous pouvons mettre nos ressources, nos machines, nos tissus au service de cette lutte, a insisté Sophie au téléphone, alors que nous étions confinés à la maison. Vous avez toujours dit que la mode ne se limite pas à la décoration, qu'elle a un sens, une fonction. J'ai accepté immédiatement. Nous avons mobilisé notre équipe à distance, expédié des machines aux couturières, mis en place un système de production et de distribution respectant la distanciation sociale. En quelques jours, nous produisions des centaines de masques et de blouses. Un après-midi, en triant des tissus dans mon appartement pour les envoyer à l'atelier, j'ai découvert au fond d'une armoire une vieille boîte. À l'intérieur, conservée depuis des décennies, se trouvait la première robe que j'avais faite pour Claire lors de nos retrouvailles. Une robe bleue, simple et élégante, qu'elle avait portée lors de notre deuxième rencontre, lorsqu'elle venait découvrir mon appartement. J'ai pressé ce petit morceau de tissu contre ma poitrine, me rappelant ce jour, la joie indicible d'avoir ma fille de retour, le sentiment qu'un cercle se refermait enfin. Et j'ai compris qu'au milieu du chaos, de l'incertitude, il existait une continuité, une permanence dans ce qui compte vraiment. Nous avons passé des mois ainsi, séparés physiquement, mais plus unis que jamais dans notre objectif. Claire travaillait sans relâche à l'hôpital, Sophie coordonnait la production de matériel, et moi, je contribuais comme je le pouvais, créant, guidant, mettant l'expérience d'une vie au service du présent. En janvier 2021, lorsque les premiers vaccins ont commencé à arriver en France, Claire a été parmi les premières à être immunisée, en raison de sa position en première ligne. Sophie m'a envoyé la vidéo du moment. Ma fille, désormais âgée de 50 ans, les cheveux parsemés de gris parmi les foncés, recevant l'injection avec un sourire sous le masque, les yeux embués de larmes d'espoir. « Oh, pour ma mère Thérèse !» a-t-elle dit à la caméra après s'être fait vacciner. Vous m'avez appris qu'après la tempête vient toujours le beau temps, qu'aucune nuit n'est si longue qu'elle ne finit par une aube. Nous y arrivons, maman. Nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel. J'ai pleuré en voyant cette vidéo, pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années, de soulagement, de fierté et d'une gratitude si profonde que les mots ne suffiraient jamais à l'exprimer. Ma fille, ce bébé que j'avais porté dans des circonstances si douloureuses, était maintenant là, sauvant des vies, faisant partie de la solution face à une crise mondiale, mentionnant mon nom comme source de force et d'inspiration. En juin de la même année, lorsque les restrictions ont commencé à s'alléger et que nous avons enfin pu nous retrouver, nous avons organisé un déjeuner de famille dans le jardin de Claire et Albert. 3 générations réunies à nouveau. Moi, Claire, Sophie et ses 3 enfants, mes arrière-petits-enfants adorés.
En observant tout le monde, en écoutant les conversations, les rires, les histoires échangées après des mois d'isolement, j'ai ressenti une paix profonde, une sérénité que seule l'expérience d'une vie bien vécue peut apporter. Dans chaque visage, je voyais un fragment de mon histoire, de mes combats, de mon amour. J'ai vu l'avenir se déployer d'une façon que je n'aurais jamais imaginée, quand j'étais cette jeune fille effrayée, expulsée et seule. À quoi pensez-vous, grand-mère ? Demanda Pierre, mon arrière-petit-fils aîné, alors âgé de 8 ans, s'asseyant à côté de moi sur le banc du jardin. À la vie, mon chéri, aux surprises qu'elle nous réserve, au chemin que nous empruntons sans savoir où il mène. Il hocha la tête avec cette gravité que les enfants ont parfois face aux sujets profonds. Sophie ajouta, « Maman m'a dit que vous avez traversé des moments très difficiles quand vous étiez jeune, que vous avez dû surmonter de nombreux obstacles. » « C'est vrai, » répondis-je, touché par sa perception. « Ça en valait la peine, n'est-ce pas ?» demanda Pierre, ses yeux fixés sur les miens. « Traverser tout cela pour être ici, avec nous tous. » Je regardais ce garçon, mon arrière-petit-fils, portant dans ses veines un peu de mon sang, un peu de mon histoire, et je souris. Oui, Pierre, chaque seconde, chaque larme, chaque lutte pour arriver ici avec vous tous, je referai tout de la même manière. Aujourd'hui, assise ici, à 80 ans, en repensant au long chemin parcouru, je n'ai aucun regret. Oui, j'ai connu la douleur, peut-être plus que beaucoup, mais j'ai aussi goûté à des joies si profondes et si vraies qu'elles ne peuvent être comprises que par ceux qui ont connu l'autre côté de la médaille. La petite fille du manoir, la jeune mère qui a dû abandonner son bébé, la couturière qui a recommencé de zéro, la femme d'affaires qui a bâti un empire, la mère retrouvée, la grand-mère fière, l'arrière-grand-mère bénie. Toutes ces femmes font partie de moi. Elles composent le tissu complexe et coloré de mon existence. Si je pouvais parler à cette jeune Thérèse, effrayée et seule, je lui dirais, « Tiens bon, la douleur que tu ressens aujourd'hui n'est qu'un point dans la grande broderie de ta vie. D'autres points lumineux, colorés, inattendus viendront encore. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que même les ombres étaient nécessaires pour créer le motif complet, l'histoire entière qui est uniquement la tienne. La vie, mes chers, est comme la couture la plus complexe. Elle demande patience, habileté et vision pour comprendre comment chaque point s'articule au suivant. Parfois, le fil s'en mêle, parfois l'aiguille casse, parfois le tissu se déchire. Mais si nous persévérons, si nous continuons à coudre malgré les mains douloureuses et les yeux fatigués, nous finirons par créer quelque chose de beau, de durable, quelque chose qui raconte notre histoire mieux que tous les mots. C'est mon histoire, celle de Thérèse Lefèvre, couturière, survivante, créatrice. L'histoire d'une femme qui a appris que même dans les restes, dans les morceaux que d'autres jetteraient, il existe toujours la possibilité de beauté, de transformation, de renaissance. Et s'il y a une leçon que je souhaite vous transmettre, c'est celle-ci, peu importe à quel point la nuit semble noire, peu importe combien le chemin paraît difficile, il y a toujours un nouveau fil à tirer, un nouveau motif à créer, une nouvelle chance de recommencer. La vie, comme le plus fin des tissus, reste toujours entre nos mains, attendant de voir ce que nous en ferons. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir à votre propre chemin, je serais ravie que vous mettiez un j'aime à cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne Mémoire de grand-mère. J'adore partager ces souvenirs avec vous, savoir que mes expériences peuvent offrir un peu de réconfort ou un brin d'inspiration à ceux qui affrontent leurs propres épreuves. Et si vous voulez continuer la conversation, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et ce que mon histoire vous a inspiré. Comme je le répète toujours à mes petits-enfants, partager ces peines les rend plus légères, partager ces joies les rend plus grandes. Je vous embrasse tendrement, cette vieille couturière qui a appris, avec le temps, que même les morceaux les plus improbables peuvent devenir la plus belle des couvertures.